Donc, Catherine Pétillon, qui est attachée de coopération pour le français en Norvège, et moi-même qui suis attachée de coopération pour le français en Finlande, avons décidé de monter ce projet Voix polaire pour offrir la possibilité d'une sensibilisation au podcast en classe de français et plus particulièrement de sensibiliser aussi à la possibilité d'utiliser vraiment l'outil presque journalistique du podcast, donc pas seulement je dirais le fait de faire une petite intervention sur tel ou tel sujet, mais aussi vraiment de rentrer dans la logique journalistique depuis la conception d'un sujet jusqu'à la création d'un environnement sonore et d'un habillage sonore. Et donc, on a voulu aujourd'hui réunir des personnes qui étaient vraiment centrées, qui avaient centré leur travail ou leur expérience sur l'utilisation du podcast en classe, donc sous un angle plus pédagogique. Et donc je remercie l'ensemble de nos intervenants. Et pour commencer, Gérard Colavecchio, qui sera la première personne à prendre la parole, qui a une large expérience du podcast et de la web radio en général dans les écoles. Jean-Philippe Payette et Lars Onas, qui sont tous les deux enseignants et qui ont accepté de partager leur expérience d'enseignants au quotidien autour de la web radio et du podcast. Et puis Thierry Riera, qui sera donc notre formateur pour l'année prochaine, donc il commencera la formation à l'automne pour les enseignants qui souhaitent se lancer dans cette aventure du podcast avec des outils vraiment de la radio et non pas seulement les outils pédagogiques. C'est un peu deux dimensions qui se combinent très bien, mais qui ont quand même leurs particularités et donc qui nécessitent cette appropriation. Catherine, est-ce que tu veux dire deux mots pour ajouter quelque chose ? Écoute, tu as tout dit, hein, donc je suis ravie de faire partie aussi de cette aventure. J'espère que l'on va pouvoir embarquer avec nous un certain nombre de professeurs de français parce que je crois sincèrement à cet outil qu'est le podcast et ensuite le développement au sein d'une web radio. Je pense que au sein des jeunes aujourd'hui sommeille un petit journaliste qui ne demande qu'à s'exprimer et donc aidons-les. Voilà, merci. Je parle tout de suite la parole à Gérard Colavecchio. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. D'abord, ça me permet de rencontrer des personnes avec qui j'ai échangé et je suis très ravi. Je pense particulièrement d'abord à Thierry Riera. Vous êtes connu depuis le Clémy et vous avez vraiment de la chance d'avoir un journaliste métier et pédagogue qui va prendre en charge ces ateliers. Ça, c'est vraiment une véritable chance. Et évidemment, les collègues du lycée français aussi qui sont avec nous aujourd'hui, avec la très belle radio que je suis allé entendre ces derniers temps. Et puis enfin, je remercie aussi les instituts français de m'accueillir. Moi, je suis en ce moment chef du bureau formation et innovation à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et à mes heures perdues, j'écris des livres sur la radio. Voilà, vous savez tout de moi. C'est vrai que j'ai une longue expérience, effectivement, puisque je le disais tout à l'heure, je viens du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui est un service du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle donc le Clémy, qui organise la semaine de la presse et des médias. Donc ça, c'était il y a 4-5 ans déjà. Et on va se projeter dans l'avenir, puisqu'on m'a demandé plutôt d'intervenir sur quelque chose d'assez général, sur le podcast, les enjeux du podcast en classe. Je vais faire quelque chose de très général parce qu'il y a évidemment des personnes qui sont plutôt sur le terrain et des journalistes, donc pédagogues qui sont là. Moi, je vais plutôt vous donner un petit panorama et surtout pourquoi c'est un outil depuis 20 ans qui nous passionne tous
et ce sur quoi les jeunes s'apparentent complètement, même si leur pratique médiatique est tournée vers l'image et la vidéo. Eh ben, on voit que dès qu'ils mettent le doigt dans le son, ils peuvent plus s'en passer. Et ça, c'est une magie incroyable que mes collègues et les intervenants pourront beaucoup mieux vous expliquer que moi. Alors, juste une petite parenthèse, on parlera peut-être en fin de partie du livre qui vient de sortir sur les médias en classe de français aux éditions Pug. On a fait un petit glossaire et c'est vrai que on parle évidemment du podcast et on a juste donné la traduction qu'on utilise nous dans les pays francophones. On parle de balado en fait. Donc podcast oui, balado aussi, et ça vient d'un très beau terme comme vous le savez des Québécois. C'est sur l'acte de podcasting, c'est-à-dire l'acte d'écouter par abonnement des podcasts, qui est la balado diffusion. Donc c'est aussi un très joli terme qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Bon, podcast évidemment, on voit de quoi ça parle, c'est rentré dans les mœurs. Mais de temps en temps, un petit balado, ça fait du bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, donc j'ai un petit quart d'heure. Bah, écoutez, je pense premièrement, alors déjà, je suis content en 2021 d'entendre encore le mot radio et podcast, parce que c'est quand même un média qui a traversé tous les temps, la radio, qui est toujours là, qui a toujours su s'adapter, qui est complémentaire. Et depuis les années 70, on va dire que la plume et les micros faisaient vrombir les caméras. Ça, c'est déjà la première chose. C'est toujours rassurant de voir que le podcast, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais revient en force, énormément en force. Et en début d'année, puisqu'on n'est pas loin, enfin virtuellement, j'aimerais bien être à côté de vous, mais vous n'êtes pas loin de la Suède. Et c'est vrai que le groupe suédois Média avait annoncé des nouveautés sur sa plateforme. Ah ben voilà. Bon, ben, très bien. Voici le guide pratique. C'est un livre qui vient tout juste de sortir, qui est tout frais, aux éditions Pug. Voilà, si vous voulez aller voir ça, il y a pas de souci. Oui, donc le podcast, merci Catherine, le podcast revient en force et en début d'année, donc le groupe suédois avait annoncé donc des nouveautés qui concernent sa plateforme en vue de n'être plus seulement un poids sur le streaming, mais aussi de devenir un géant de l'audio. Et on a de plus en plus de podcasts, de récits, de gens qui vont en fait aborder leur intimité, leur histoire, parce qu'on est bien autour de la narration et les intervenants vous le diront plus que jamais. La narration, grâce aussi à l'accessible technique qui fait naître ces nouveaux genres et ces nouvelles narrations. Donc, chez les jeunes, ça répond déjà à un besoin de communication. Ça, c'est la première chose, en lien avec leur pratique médiatique. C'est ça qui est intéressant. On dit souvent qu'ils sont biberonnés aux réseaux sociaux, mais attention, ils ont aussi une posture passive. Et justement, le fait d'utiliser la radio, ça va leur permettre de passer d'un statut de récepteur à un statut de producteur. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont non seulement ne plus écouter, mais aussi produire. Et je rappelle aussi quand on est adolescent au collège, en primaire, et puis qu'on va petit à petit, évidemment, vers le lycée, c'est un média qui correspond bien à l'intimité et au monde que se font aussi les ados quand ils sont dans leur propre environnement. Et du coup, on peut dire que le podcast, il balaie les anciennes frontières de la pudeur. C'est vraiment le média de l'intimité. On n'est pas obligé de s'exposer. Hein. Il y en a qui ne veulent pas passer devant les caméras, il y en a qui ne veulent pas montrer leurs photos, il y en a qui ne veulent pas s'exhiber. Le podcast, ça permet aussi un profil d'élèves, d'apprenants, on va dire ça comme ça, d'apprenants de pouvoir s'exprimer sans être forcément vu. Et ça, c'est vraiment une notion qui est vraiment très importante. Aujourd'hui, donc c'est vraiment un travail sur l'oralité. Moi, je dis toujours que c'est un véhicule de communication parce que mais ça fait 20 ans que je dis ça. Catherine va finir par en avoir assez, mais j'adore dire ça. C'est un média de l'écrit. On le sait, la radio, on écrit. Mais je dis toujours aux élèves, moi, à la radio, on écrit comme on parle, mais on parle bien. C'est ça, c'est vraiment ça. D'ailleurs, dans les pratiques médiatiques, ils le font un peu, les jeunes. Hein, si vous les regardez avec les WhatsApp, les messages. Alors, ce n'est pas des messages sonores, c'est des messages vocaux. Mais souvent, on dit, ben non, quand ils ont un téléphone, ils prennent des photos, ils se filment. Non, ils parlent aussi. Ils envoient des messages. En tout cas, dès qu'il y a un messenger quelque part ou une messagerie, que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp, on a
immédiatement le réflexe audio. Donc ça c'est vraiment important. Je disais tout à l'heure qu'il revient en force parce que ce podcast, parce qu'au dernier trimestre 2020, l'hébergeur Acast, qui est un grand hébergeur qui rassemble un peu tous les podcasts, CBS, etc., il a constaté une augmentation de 40% de ses auditeurs par rapport à l'année précédente. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un objet médiatique qui n'est plus dans l'intimité des médias, mais qui revient en force. Ben pourquoi ? Parce qu'on le sait, hein, on se narre, on s'expose, on ne s'exhibe pas, on se construit une identité au milieu des autres et on raconte son intimité pour permettre de récupérer le pouvoir de la narration. Et ça, c'est vraiment important, comme l'était la radio d'ailleurs dans les années 50, etc. Ça permet aussi d'exposer les apprenants à une langue actuelle. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi un tel engouement des jeunes à dire que c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps avec la photo et la vidéo? Et comment mettre en scène cet engouement? Parce qu'il y a ça aussi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les habitudes qu'ils ne font pas leur faire découvrir. Voilà, c'est là où je voulais en venir. D'abord, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que moi, quand j'entends exercice, alors, atelier média, faire un podcast à l'école, ça ne veut pas dire créer une radio immédiatement. On n'en est pas là du tout. C'est pas faire du direct. C'est pas faire. On peut très bien commencer par des petites activités de présentation de soi, de narration, de raconter des choses. Je le vois très bien sur la radio Oslo. Des petits maternels qui racontent, qui s'expriment, et ça c'est fantastique d'entendre ça avec des petites voix, des personnalités, déjà. Et donc ça ne fonctionne, cet engouement ne fonctionne que si on a des sujets choisis par l'enseignant au plus proche des sujets des apprenants. Parce que c'est ça qui est important, c'est dans cette classe inversée, plutôt que d'avoir un cours descendant, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, hein, j'ai dit plutôt que d'avoir un cours descendant, on a l'inverse, c'est-à-dire on va chercher un sujet au plus près des préoccupations des jeunes et on va faire en sorte de les faire travailler sur ce sujet pour qu'eux-mêmes arrivent à produire. Vous voyez, il y a toute une recherche qui est intéressante puisque c'est eux qui vont piloter en fait. Une fois qu'ils ont choisi leur sujet, il reste tout à découvrir, tout à construire. Et donc, du coup, c'est l'éducation à l'information. Parce que dans l'éducation aux médias à l'information, on a l'éducation à l'information. Et l'éducation à l'information, c'est quoi? C'est rechercher, trier, hiérarchiser. Donc, on va aller chercher l'info, on va aller la vérifier, on va l'ordonner, et puis, ce qui va être très intéressant pour eux, c'est la théâtralisation du propos. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois que j'aurai mon info, une fois que je l'aurai travaillé, une fois que je l'aurai écrit à la manière du format radio, eh bien, on va théâtraliser, on va s'exprimer. Hein, c'est un peu, on va préparer le gâteau, la pâte, la décoration, on va s'enregistrer, on va publier. Donc aujourd'hui, on a en face de nous aussi des élèves qui sont des techniciens, des habitués de la technique. Alors, quand je dis des habitués de la technique, je fais attention parce qu'il y a Thierry avec moi. Hein. On prend évidemment aujourd'hui un média pour avoir une qualité audio, etc. On a des bons micros, on a tout ce qu'il faut pour faire quand même, parce qu'on ne peut pas faire de la production radio si on a une mauvaise réception et un mauvais enregistrement. Ça fait aussi partie de la culture de la beauté du son. Mais sur des activités radiophoniques qu'on amène petit à petit à l'expression, le téléphone a fait beaucoup de progrès, le téléphone mobile. Il a fait énormément de progrès. Et c'est déjà bien de commencer toujours avec ce qu'on a autour de nous au final, hein, pour déjà préparer les élèves à écouter leur voix, parce qu'il y a aussi une relation à la voix, comme à l'image, qui n'est pas toujours évidente. On le sait bien, puisque là, je parle, mais moi, j'entends une belle voix avec des graves, avec des basses. Vous n'entendez pas ma voix, puisque moi, j'ai la résonance osseuse qui est avec moi et qui amplifie un peu ces basses, etc. Ce qui fait que quand les élèves écoutent la première fois leur voix, ils se disent « mais c'est pas moi qui parle, vous m'entendez comme ça ?» Donc, il y a aussi une appropriation de la voix à faire progressivement et finalement, ça va être une sorte de gymnastique. Ils vont apprendre à la poser, ils vont apprendre à la théâtraliser et à mieux s'exprimer. Parce qu'au final, quand même, quand on apprend le français, c'est pas l'oral qu'on recherche, c'est pas le fait de communiquer dans la vie, c'est pas le fait de se débrouiller quelque part, d'aller dans un hôtel, de commander des plats au restaurant, de demander sa route. C'est quand même ça une des finalités. Et ben la radio, ça permet ça. Et en France, on est en train de réformer justement le bac en ce moment.
sur le grand oral. Tout le monde en a entendu parler. C'est-à-dire qu'enfin, moi je dis enfin, j'attendais ça depuis très longtemps, enfin, on va prendre en considération l'oralité. Ben oui, parce que c'est ce qui va permettre aux élèves et aux futurs citoyens de s'exprimer et de se vendre. Quand vous êtes à un entretien dans une entreprise, c'est l'oral. Quand on est en train de demander quelque chose, c'est l'oral. Quand on est en train d'exposer à table, qu'on est en train d'argumenter, c'est l'oral. Donc la radio, c'est un moyen ludique, pédagogique, didactique, communicationnel qui va permettre de mettre tout ça en scène. Et ça, c'est vraiment un outil incroyable. Et puis, comme il me reste 3 minutes, parce que j'aime bien être moi, il y a une chose que je voulais encore évoquer. Il y a aussi c'est aussi un outil informationnel. Il ne faut pas oublier ça, parce que qu'est-ce qui fait, nous, notre particularité au moment où on promeut, nous tous, qu'on soit Institut français, réseau culturel de manière générale, Alliance française, association de professeurs de français, lycée français du monde, qu'est-ce qui nous anime? Eh ben, c'est bien apprendre le français ou apprendre l'enseignement à la française. Donc, on est bien sur cette oralité. Et qu'est-ce qui fait que 75% de nos parents sont étrangers dans les lycées français? Pourquoi ils choisissent le français plutôt que l'anglais, plutôt que l'IB, etc. Parce qu'on a des devises qui s'inscrivent dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et notre spécificité, c'est quand même 3 lettres, hein, c'est EMI, l'éducation aux médias et l'information. C'est la liberté de penser, c'est la liberté d'opinion. Et ça, je tenais absolument à finir là-dessus, parce que travailler un podcast, c'est aussi travailler l'information. Parce que là, tout à l'heure, on était dans qu'est-ce qui plaît, ce sur quoi je veux travailler, mais l'idée aussi, c'est de travailler sur l'actualité et l'information. C'est ça aussi un média. C'est comment fonctionne la fabrique des médias, comment on communique. Voilà. Et donc, tous ces messages médiatiques sont vraiment importants parce que c'est ce qui fait notre particularité des siècles des Lumières, de l'expression, de la liberté, de l'opinion, de l'argumentation. Et ça, c'est vraiment important. Grâce aux médias et aux médias sociaux, parce qu'à un moment, une fois que le podcast est publié, il va falloir en faire la communication. Grâce aux médias et aux médias sociaux, la langue étrangère est quelque part à portée de la main, au final. Hein, l'apprenant, il est aujourd'hui acteur en activité d'éducation média, acteur de son apprentissage grâce à ce qu'on appelle, nous, des méthodes actionnelles. Donc, il acquiert de l'autonomie dans ses classes inversées, c'est-à-dire c'est l'élève qui est au centre du dispositif. Il apprend à communiquer, à s'exprimer et du coup, en un clic, on a quand même tout le monde francophone. Donc, introduire le podcast en classe de français, c'est aujourd'hui à la portée de tous et il y a du choix. C'est ça qui est intéressant. Et vous êtes nombreux à illustrer une thématique ou une actualité avec un podcast. Hein, ça, c'est vraiment important. Sur la technologie mobile, puisqu'on en parlait au départ comme premier outil, puisque c'est leur outil de communication, l'Internet et les réseaux sociaux ont élargi l'usage des médias. Ça, c'est important. Et cela à tous les domaines de la vie. Alors, par exemple, aujourd'hui, juste pour avoir quelques statistiques, 51% des jeunes s'informent désormais via les réseaux sociaux. Donc, ils consultent leur téléphone au moins toutes les 6 minutes, pour vous donner une idée. C'est une moyenne, hein, c'est une tendance, bien sûr. Ils apprennent avec des tutos en ligne, leur mode de communication se fait de moins en moins avec du texte et de plus en plus en échangeant donc ces messages sonores, ces vidéos éphémères, ces audios. Voilà. Donc, je voulais absolument terminer par la littératie, ce qu'on appelle la littératie médiatique, parce qu'aujourd'hui, l'éducation aux médias, qui est déjà prônée par le Conseil de l'Europe depuis très longtemps, est inscrit. Alors, en France, c'est devenu dans le cadre de la loi, c'est devenu un texte de loi. Et au niveau européen, c'est une préconisation très, très forte des États dans les différentes instances à faire de l'éducation média avec les apprenants. Alors, quand je dis les élèves, ça peut être aussi les parents, parce que ça fait aussi partie de cet écosystème. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on le voit aussi même dans le CE-CRL. On a des compétences qui sont extrêmement liées à l'éducation média et qui vous permettent comme ça, quelque part, d'apprendre une langue, c'est apprendre à communiquer aujourd'hui par le biais de ces médias. Sur le livre que vous a présenté tout à l'heure Catherine, qui donc les médias en classe,
on a voulu terminer, là tout ce que je vous ai raconté, c'est à peu près le cheminement du livre avec des exercices pratiques, des fiches toutes prêtes, enfin bon, vous pourrez alors il n'y a pas que la radio, il y a aussi, comme c'est écrit avec les deux co-auteurs, Evelyne Paquet de TV5 Monde, et je vois qu'elle est partenaire de Voix Polaire justement, et RFI, qui est langue française avec Lydine Van Dixhorn qui s'occupe de savoir RFI langue française. On a voulu absolument terminer le dernier chapitre. Alors, donc, on a fait audio et vidéo, mais on a voulu terminer le dernier chapitre par des pistes d'évaluation. Parce que ça, c'est vraiment important. Et ça, les professeurs de français et étrangères le savent très bien. L'évaluation, c'est vraiment très important pour caractériser ce langage multiple qui implique différents systèmes de signes, en fait. C'est ça, les médias. Et du coup, on s'est un peu référé sur, évidemment, le CECR, mais on a voulu le compléter pour lui donner un axe très fort dans l'évaluation. On s'est appuyé sur le Conseil supérieur de l'éducation aux médias de la Fédération de Wallonie de Bruxelles, que je vous conseille vraiment de lire, qui est disponible en PDF en ligne. C'est les compétences en éducation aux médias, un enjeu éducatif majeur. Et en fait, il y a 3 pistes d'évaluation très importantes qui résument un peu tout ce que vous allez entendre jusqu'à après mon intervention. C'est la réception, la production, la communication. C'est-à-dire en créant des podcasts avec vos élèves, vous évaluez ces 3 domaines. La réception, pourquoi? Parce qu'il faut savoir comprendre un média. La production, il faut savoir créer un contenu audiovisuel. Et puis la communication, il faut savoir aussi interagir avec ces médias. Donc là, vous avez un cocktail, juste en faisant un petit exercice de podcast dans la classe. Vous avez un cocktail surprenant de toutes les compétences langagières, didactiques, socioculturelles, pédagogiques, communicationnelles, techniques, numériques, innovantes. Vous mélangez tout ça et vous avez quelque chose qui s'appelle le balado et le podcast. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez vous avez mis vraiment en évidence le lien vivant, on va dire, à la langue vivante, comme on l'appelle. Et c'est vrai que, je suis assez contente et touchée de voir que, voilà, parmi nous, il y a à la fois Jean-Philippe qui enseigne à l'école européenne, Florence qui est directrice de l'école Jules Verne, donc à EFE, et puis il y a et également Tina qui sont elles enseignantes dans des de français langue étrangère dans des établissements finlandais. Et finalement, c'est intéressant aussi ce média ou ce type d'exercice parce que justement, c'est une manière de se rapporter à la langue qui n'est pas exclusivement à la langue maternelle ou pas exclusivement à la langue étrangère, mais qui permet de construire un rapport personnel finalement à l'expression, quel que soit le statut de la langue. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir aussi mis ça un peu en avant parce que c'est vrai que ça me paraît c'est important aussi. C'est pas exclusivement en effet quelque chose pour apprendre le français en tant que tel, mais pour véritablement parler sa langue française quelque part dans la relation avec les langues qui nous entourent. Voilà. Donc merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant peut-être à Lars et à Jean-Philippe. Je ne sais pas si Lars voulait commencer, puisque vous du coup l'établissement a vraiment développé une web radio, donc un projet quand même assez abouti. Dans sa construction. Et puis ensuite, Jean-Philippe, si tu veux commenter ou ajouter des éléments de la manière dont toi aussi, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'animateur radio, tu utilises aussi la radio dans ta classe avec cette sorte de circulation entre les deux pratiques. Voilà, Lars, je vous laisse peut-être prendre la parole pour évoquer un peu la manière, en fait, comment vous avez mis en place cette web radio au lycée, pourquoi, et puis également expliquer qu'est-ce que les élèves en disent ou comment ils le ressentent. Merci. Donc, la mise en place, l'établissement de la web radio chez nous a été ça a été progressif. Et je pense que ça, c'est d'ailleurs un point sur lequel que j'aimerais aborder un tout petit peu, c'est le côté évolutif
de cet outil formidable parce que c'est accessible et c'est évolutif. C'est-à-dire que on a mentionné tout à l'heure l'importance de l'équipement et c'est vrai que chaque fois qu'on acquiert de l'équipement qui est bien sélectionné, c'est quelque chose qui ajoute un plus, c'est quelque chose qui peut ajouter à la fois du plaisir dans le travail et dans l'écoute. Mais je pense en même temps que si on n'a pas tout au début l'équipement qu'on souhaiterait, ce n'est pas pour autant une raison de ne pas se lancer. Parce qu'on peut commencer avec des moyens en fait très simples et sans faire des investissements énormes, tout en ayant par la suite la possibilité, bien sûr, d'étendre le domaine de la lutte. Donc, l'établissement de la web radio chez nous, l'honneur revient à un ancien collègue à moi qui avait beaucoup travaillé justement sur l'importance de l'oral, que dans nos cours, dans nos établissements, si nous voulons préparer les élèves à rencontrer le monde par la suite, il faut aussi qu'on les aide à maîtriser les compétences qu'il faut pour pouvoir communiquer clairement et pour se faire entendre. La web radio, dans un premier temps, a été conçue comme une manière de travailler ça. Parce que c'est vrai que le grand oral a été mentionné tout à l'heure et où l'idée, c'est notamment que le système éducatif doit aussi pouvoir venir faire un correctif à des différences du capital culturel, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui apprennent ou à la maison, et puis il y a d'autres enfants qui ont peut-être moins de bagages dans certains domaines et que le système éducatif doit pouvoir venir donner du bagage là où il n'y en a pas. Et notamment la rhétorique, ce n'est pas que de l'écrit, c'est aussi de l'actio. C'est le fait de une fois qu'on sait de quoi on va parler, une fois qu'on sait ce qu'on veut dire et comment, eh bien, il faut le dire. Et la rhétorique, c'est pas complaisant. Donc, et ce que nous avons découvert, c'est que c'est un outil extrêmement versatile. Nous pouvons avoir un grand nombre d'activités. Il peut y avoir des entretiens et des interviews, notamment fictifs. Il peut y avoir des présentations, il peut y avoir des reportages, notamment lors de voyages ou de sorties scolaires. Il peut y avoir des débats, il peut y avoir des dramatisations, des récits avec éventuellement l'utilisation de bruitage, il peut y avoir des micro-trottoirs, il peut y avoir des cartes postales sonores comme amorce d'échange. En fait, il y a très peu de limites à ce qu'on peut faire avec cet outil. Et ça permet, du point de vue des professeurs, pas seulement de travailler sur des compétences multiples et variées dans la matière, mais aussi de renforcer des compétences transversales, telles l'auto-évaluation des élèves, planifier, exécuter, que ce soit des propos ou des émissions, interroger et s'interroger, la critique des sources, media literacy, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, l'alphabétisation numérique aussi, et puis effectivement la rhétorique. Donc, et tout ceci d'une manière qui fait que on peut donner de la place à la créativité des élèves. Il se passe quelque chose pour un élève, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Il se passe quelque chose pour un élève quand il va commencer à faire une émission radio. Parce qu'il l'a préparé à l'avance, il y a
il y a le microphone qui ne focalise pas que la voix, ça focalise aussi l'attention. Et tout d'un coup, on voit des élèves qui sont beaucoup plus présents dans l'activité que ce qu'on peut voir à d'autres moments. Merci beaucoup pour le témoignage. Juste pour précision, donc, du coup, cette web radio, elle n'est pas destinée exclusivement aux lycéens. C'est ça, ça couvre vraiment tous les âges scolaires. Hein. Tout à fait ça. Et nous avons notamment fait des achats d'équipements pour que ça soit très flexible dans l'utilisation. On a mis en place des studios de podcast qui sont facilement transportables et donc accessibles pour tout le monde sans devoir nécessairement réserver une salle, par exemple. Je comprends. Oh, bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Jean-Philippe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, ton propre témoignage ou ton propre rapport? Il n'y a pas encore de web radio, je pense, à l'école européenne de Helsinki, mais je sais que tu utilises pas mal, notamment les cartes postales sonores ou les habillages sonores, donc peut-être que tu peux aussi en dire un petit mot. Bien sûr. Alors, bonsoir à tous, Jean-Philippe Payette de l'École européenne d'Helsinki. Ça me fait bien sûr plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis né à Montréal, donc j'utiliserai Balado sans gêne et voilà, vous aurez votre dose du mot Balado. J'ai du mal à dire podcast en réalité. Donc, oui, j'enseigne donc la littérature, langue maternelle, mais également un peu de FLE, philo également. Et c'est vrai que j'utilise la radio dans mon enseignement pour une raison toute simple. Je suis également animateur d'une émission de radio à Helsinki, une émission qui s'appelle La Callieuse, 1 heure d'accompagnement musical. On peut penser peut-être à l'ambiance qu'on retrouverait sur FIP peut-être, ou Radio Nova, mais la Radio Nova française, pas la version finlandaise qui a une facture assez différente. Cela étant dit, l'idée d'utiliser la radio, ça m'est également venu de ma propre formation littéraire à l'Université de Montréal. J'étais assez déprimé, en fait, à la fin de mes études de licence. Et c'est un prof, Stéphane Lépine, qui animait sur la défunte chaîne culturelle de Radio-Canada une émission qui s'appelait Paysages littéraires, qui donnait un cours qui avait pour nom, si mon souvenir est bon, l'émission littéraire, mais au sens très large, hein, l'émission littéraire, l'idée de diffuser. Et c'est un cours qui a complètement bouleversé ma relation à la littérature, à la langue. Moi qui étais dans un groupe de musique alternative, je me suis simplement rendu compte, une sorte de noir désir québécois peut-être, je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que tout ça pouvait se lier et que j'avais finalement non seulement ma guitare électrique, mais aussi une voix, un crayon, et que je pouvais faire un lien riche avec tout ça. Et c'est ce que j'essaie de transmettre désormais à mes élèves par toutes sortes de stratégies qui sont parfois à proximité de la balado, mais aussi, effectivement, comme le soulignait Anne-Laure, parfois la carte postale, ou simplement, si je prends des émissions radio française la connue, je me suis amusé avec des élèves il y a quelques années à faire une parodie du Masque et de la Plume. Donc, émission de critique assez conviviale, avec une tonalité bien, je dirais, d'un point de vue québécois, très franco-française. Mais ça m'a permis en fait, ça a permis aux élèves de faire leur présentation sur une œuvre lue de manière complètement désacralisée. Et j'avais, comme on l'a souligné depuis le début de notre présentation aujourd'hui, de notre rencontre, on arrive effectivement à faire apparaître des éléments qu'on doit évaluer, mais de manière tellement subtile. C'est un peu l'idée du vaccin dont on ne percevrait pas la douleur. Donc, vous savez, c'est par une sorte de magie, en fait. Et c'est ce que j'avais noté à l'époque. Vous avez choisi de faire, je pense qu'on avait pris le clavier bien tempéré en thème d'entrée, et puis soudainement les élèves là se la jouaient. Critique littéraire, c'était vraiment fabuleux. J'ai également fait des canulars à la manière de La Guerre des mondes de Orson Welles. Donc, vous savez, ces extraterrestres qui arrivent. Alors, les élèves s'amusaient finalement à créer cet effet de réel avec des effets sonores, avec la voix d'un journaliste, effectivement, avec ces fameuses basses là qu'on doit entendre, mais également la tonalité. Et je me souviens d'un duo de garçons qui avaient en fait copié la diffusion en direct d'un match de foot
Et c'est interrompu par un phénomène complètement absurde et délirant, mais c'était formidable. En ce moment, avec mes élèves, je suis en train alors plutôt que de me parodier le masque et la plume, là, je suis plutôt du côté de Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Et on est en train de faire avec habillage sonore, trame sonore, bruit, le Horla de Guy de Maupassant. Alors, je suis avec, on est quoi? J'ai 7 élèves, plus moi, ils veulent que je lise des passages également. Eh bien, on fait le Horla de Guy de Maupassant. Et si, par exemple, un verre se casse, eh bien, dans la lecture, vous avez le verre qui se casse. Vous avez, on a fait de l'exploration de son, de musique. On a forcément, avec le Horla, besoin de tension, d'ambiance mystérieuse. Et ça m'a permis de voir qu'ils avaient une culture musicale formidable. Alors, je m'en doutais, mais ça a été démontré des élèves qui sont en 5e et qui, donc S2 pour le système européen et des écoles européennes. Et donc, je peux vous dire que sans être particulièrement intervenu dans la sélection musicale, j'ai quand même Olafur Arnalds, compositeur islandais. J'ai Blonde Redhead pour le générique final. C'est très bien choisi. Effectivement, des morceaux de trame sonore plutôt connus, là, de films, d'émissions sur Netflix, mais toujours avec cette compréhension de la tension sonore qui doit forcément accompagner une lecture du Horla. Bon. Et quand les élèves se mettent le doigt quand les élèves se mettent le doigt dans le son, j'ai beaucoup aimé cette expression. J'aurais peut-être l'anecdote, ça s'est passé la semaine dernière. Dans le Horla, il y a un moment où le personnage prend sa douche, donc le narrateur prend sa douche, et on a donc, avec le zoom, le micro, haute définition, on est allé dans les douches de l'école pour avoir le son de la douche. Et les élèves, donc je laisse intervenir, travailler, sont allés vraiment tout près de la source avec le micro. Et lorsqu'on écoute cette douche de si près, on découvre en fait un fleuve ou peut-être des cascades, un ruissellement beaucoup trop intense pour la douche même, ce qui fait apparaître un univers poétique formidable. J'ai parlé de l'hyperbole de manière complètement inattendue et spontanée, et finalement on a eu une prise beaucoup plus large du son pour avoir une douche beaucoup plus crédible. Et vous voyez, ça crée toutes sortes de liens vraiment, vraiment agréables. Jean-Philippe, je peux me permettre, ces fictions, on peut les appeler des fictions du coup. Ces fictions sonores, elles sont accessibles en ligne pour qu'on aille écouter. Parce que là, moi, ça me donne envie d'aller écouter juste après. Les précédentes, alors j'aborde ça de manière beaucoup plus sérieuse depuis cette année. J'ai envie de le dire. Je pense que le contexte de la pandémie nous force peut-être à justement. On a peu de temps, mais le temps qu'on peut consacrer à ce genre d'exercice, disons, porteur, innovant, je pense qu'on peut effectivement. Cette année, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Et donc, cette année, ce que je ferai avec mes élèves, donc le Horla, je crois que j'arriverai à un produit final présentable, diffusable, ou en tout cas qui pourra servir, assurément. Tout le reste, parfois faute d'outils, faute de technologie, eh bien c'est dans le cosmos malheureusement, mais ce sont de très très beaux souvenirs, ça c'est indéniable. Alors vous voyez qu'il y a toutes sortes d'idées, ce sont des fictions, mais moi une idée là qui m'était venue peut-être à l'esprit pour l'année prochaine, c'était faire donc une enquête sociologique, journalistique à la manière de Regarde les Lumières, mon amour d'Annie Ernaux. C'est une recherche dans un hypermarché. Et je me disais peut-être que les élèves pourraient aller discuter avec le poissonnier francophone donc je fais une référence finlandaise là, mais donc le poissonnier à Hakaniemi, il y a quelques bons croissants là qui sont vendus dans le quartier Töölö. Peut-être qu'on pourrait aller discuter avec eux, micro à la main, et travailler peut-être la musique, l'ambiance, le son, les clients qui passent. Ce serait une option. J'ajouterais rapidement que les parents de mes élèves m'écrivent pour me dire que leurs enfants parlent du cours de français et que ça fait si longtemps que c'était pas arrivé et c'est génial. Bon, parce qu'ils sont impliqués et ils font les liens qui s'imposent, ils mûrissent à vitesse grand V pendant ce genre d'exercice. Et moi, je suis ravi parce que forcément, ça crée un lien avec ma propre pratique. Je parlais avec des élèves, je leur disais, écoutez, là, je suis désolé, j'ai peu de temps, j'ai mon émission de radio dans à peu près 1 heure, je dois me diriger vers la station, et une élève de répondre,
oui, d'ailleurs, on t'écoute dans la voiture à chaque semaine. Bon, et là, il voit le lien entre le prof de littérature, voilà, et leur propre création finalement. Et en philosophie, je suis en train de parler d'aliénation avec mes élèves, et là, je me dis que c'est tout le contraire. Voilà, on est dans une pratique qui a du sens, et les élèves donnent naissance à une œuvre. Et c'est vrai, vous l'avez très très bien souligné là, tant Lars que Gérard, vous l'avez très bien dit. Il y a une telle rencontre d'angles, de thèmes, de notions, qu'on en arrive à cette espèce de, j'allais dire, cocktail ou de marécage joyeux, je sais pas. Mais chose certaine, moi je serai là. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est je ne peux que recommander une telle pratique dans les écoles pour les enseignants qui veulent faire le saut. Il faut absolument pas hésiter. En finnois, alka är paröka. Il faut le faire. Voilà. Merci Jean-Philippe aussi pour l'intervention multilingue. Mais oui, on pourra partager. Sinon, tu avais envoyé le petit audio. On peut aussi le partager. Ou si tu veux en partager le produit final, on pourra aussi le partager. Je pourrais l'envoyer aux participants s'ils le souhaitent. Comme ça, on aura tes productions sonores en même temps. Voilà, je passe la parole pour terminer. Pardon, il y a des travaux tunois. Je passe la parole pour terminer peut-être à Thierry Réa, qui va du coup présenter, dire quelques mots de la formation, de l'esprit surtout de la formation, parce que sur le site de l'Institut français, on a détaillé les séances, etc., mais qui parle plutôt de l'esprit de la formation qui sera proposée à l'automne et qu'il évoque voilà ce que ça peut apporter du coup à un enseignant d'avoir cette perspective-là, en plus, je dirais, de ce avec quoi de son propre bagage, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci d'abord d'avoir l'audace de proposer cette formation, également avec l'Institut français de Norvège. C'est vrai que ça fait plaisir. J'ai entendu les différents intervenants de parler de radio scolaire, de radio, toutes les vertus qu'elle peut avoir, toutes les pratiques sonores, etc. C'est vrai que c'est très réjouissant. Je ne vais pas revenir sur tous les intérêts que peut avoir la pratique radio, le son, etc., puisque Gérard l'a fait parfaitement. C'était très intéressant également d'entendre les différents témoignages de terrain des lycées. Mais je voulais également, au cours de cette présentation, tout de même détailler un petit peu la manière dont ça pourrait se passer pour donner une image un petit peu concrète aux enseignants du plan de formation, en gros. Parce que même s'il est affiché, vous l'avez diffusé, c'est vrai que parfois, lorsqu'on sort des pratiques habituelles et qu'on se dirige vers l'éducation aux médias, vers le podcast, vers la web radio, il y a des enseignants que ça effraie un petit peu. Ils aimeraient bien, mais ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver et que s'ils ne confient pas ça à quelqu'un qui le fait déjà, eux-mêmes n'en seront jamais capables, qu'ils n'ont pas le temps, etc., etc., etc. Donc voilà, je vais essayer de vous exposer la manière dont pourrait apparaître cette formation, puisque vous enregistrez, peut-être ça va être soumis à la connaissance d'autres enseignants, et les inciter peut-être à eux aussi pratiquer la radio, le podcast à l'intérieur de leurs établissements. Alors je vais partager mon écran pour vous présenter un petit peu tout ça. Et puis vous faire écouter des extraits de production également. Voilà, donc je vais commencer justement, pour entrer un petit peu dans le concret, par vous faire écouter un petit podcast qui a été réalisé par des élèves plutôt francophones, parce que c'est au Maroc, ils sont parfaitement bilingues ou trilingues pour la plupart d'entre eux. C'est un petit podcast qui ne dure pas très longtemps, il dure 1 minute 30, c'était des CM1, CM2 qui l'avaient réalisé. Ils étaient allés en fait dans la Médina, ils avaient rencontré un tisserand, ils l'avaient interviewé et à la suite de ça, ils ont fait un petit reportage. Donc, voilà la photo quand ils sont allés dans la Médina, un petit groupe, parce que c'est intéressant aussi de les faire travailler en groupe, comme ça il y a aussi le partage de connaissances, l'émulation, etc. et les différentes équipes pas qui s'affrontent, mais disons qu'ils essayent de faire pour le mieux possible par rapport aux camarades. Ensuite, ils avaient monté leurs différentes productions,
tout d'abord les interviews réalisées sur les ordinateurs du CDI, et après, ils avaient enregistré leur petit podcast. Nous sommes maintenant à la Médina de Rabat avec Rania, Abir et Amine. Ils ont rencontré un tisserand. Pour la première fois, un tisserand nous raconte son métier. Sa famille travaille dans la même ruelle depuis 3 générations. Zouhaïl le tisserand, la cinquantaine, nous accueille avec un sourire chaleureux. Sa petite boutique est très colorée. Des nappes, tapis, housses de couette, au milieu une grande machine en bois contrôlée par un ouvrier. Nous fabriquons avec ce métier-là, avec le métier à tisser. Zouhaïl tisse avec de la laine et du coton livré par les femmes de Salé. Le temps de fabrication dépend du motif et de l'épaisseur du tissu. Plus c'est fin, plus c'est compliqué. Par exemple, une nappe d'1,50 m peut se faire en 2 jours. Zouhaïl vend ses produits sur commande d'une manière spéciale. On est connu de bouche à oreille. Donc, la plupart des clients qui travaillent avec nous, ils nous ramènent les amis, ils nous ramènent la famille quand ils sont là. Donc, on est très connus, alhamdoulilah, ça marche très bien. Cet homme passionné depuis 30 ans par son métier espère que ses enfants prendront la relève. On sent bien l'implication, la motivation des enfants, même dans leur voix, parce qu'ils prennent très à cœur, et ça a du sens pour eux. Ils sont allés sur place, ils ont rencontré ce gars-là, ils veulent le faire partager, ils ont bien retenu toutes les consignes, de décrire un petit peu qu'ils sont accueillis, comment ils sont accueillis, etc. Donc ça donne des petits produits. 1 minute 10, c'est pas très long, mais c'est assez valorisant pour ces élèves qui étaient tout fiers en fait d'avoir réalisé cette production. Alors qu'ils sont en CM, ils sont en primaire, ils attendent d'être en 6e. Pour eux, la 6e, c'est les grands, mais déjà, ils ont fait quelque chose qui, me disait-il, était un travail de grand. Donc, ils étaient très fiers. Alors, pour arriver à ce genre de produit, vous avez entendu également, ils avaient eu l'idée de prendre le bruit du métier à tisser. Je me suis aperçu quand on est rentré, il ne m'a même pas dit. Quand ils ont fait la visite, moi j'étais sorti ensuite de l'atelier, il y avait le métier à tisser qui fonctionnait, ils ont pris le son, spontanément ils y ont pensé, parce qu'en fait, parfois on ne fait pas assez confiance justement aux élèves, et eux-mêmes ont des ressources qui en situation se révèlent beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on pouvait penser au prime abord. Alors comment ça marche justement, comment ça va marcher tout ça pour arriver à produire ce type de podcast? Alors moi j'imaginais un petit plan de formation avec les 5 visioconférences dont on avait parlé justement pour former à distance les enseignants. On avait estimé en 2-3 semaines l'écart entre les différentes visios pour que les élèves aient le temps de produire et d'avancer pour arriver au final à la dernière séance à produire le podcast par groupe. Donc, les enseignants, dans la première visio, apprendront à élaborer le plan d'un podcast pour pouvoir transmettre, bien sûr, après à leurs élèves, écrire, oraliser et enregistrer un texte radio. Gérard en a un petit peu parlé. Parler à la radio, c'est de l'écrit, mais c'est de l'écrit adapté, donc ça s'apprend également. Mener une interview, puisque lorsqu'on va rencontrer un tisserand, lorsqu'on va rencontrer un restaurateur, lorsqu'on va rencontrer un météorologue parce qu'on fait un sujet sur la météo ou sur un sujet un peu plus de société, etc. Il faut savoir se débrouiller avec une interview et c'est pas donné spontanément. Donc ça sera l'occasion de l'apprendre. Élaborer un récit radio-rythmé, c'est très important parce que souvent, pas souvent, mais il arrive parfois que les podcasts scolaires sont un petit peu poussifs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas suffisamment de rythme, c'est pas suffisamment concret, c'est pas suffisamment coloré. Donc tout ça, c'est des notions qui peuvent s'apprendre, puisque nous, notre éducation, en tout cas en France, est beaucoup plus littéraire qu'orale, et donc spontanément, dès qu'il s'agit de s'exprimer à l'oral, on a des petites difficultés, donc ça permettra à ces enseignants d'y être sensibilisés. Et puis la dernière visio permettra concrètement de voir comment on mixe les fichiers audio sous forme du podcast final. Chaque visio correspondra à une séance en classe, c'est-à-dire que l'enseignant, à la suite de la visio, aura les éléments pour produire une séance en classe. La première sera destinée, comme vous l'avez vu dans la liste précédente, à créer la fiche d'identité du podcast choisi par chaque groupe d'élèves. Un groupe d'élèves dira moi, on aimerait bien traiter tel sujet, ok, et donc je fournirai une fiche pour chaque séance, produire un podcast en 5 émissions, donc avec la liste des membres de l'équipe qui va produire ce podcast. Pourquoi ils ont choisi ce sujet? C'est bien d'apprendre à argumenter aussi dans une langue qu'ils apprennent.
Et puis des mots de vocabulaire en lien avec le sujet. Et donc une fiche à remplir, donc qui sera fournie à l'enseignant pour l'aider, pour le guider un petit peu dans le travail. Et puis, encore une fois, c'est toujours ce souci de rassurer l'enseignant qui ne veut pas avoir du travail en plus, qui ne veut pas être débordé par une activité supplémentaire qu'il ferait sinon de bon cœur. Ensuite, deuxième séance, ça serait se documenter et rédiger un résumé. Se documenter, Gérard en a parlé aussi de tout l'intérêt de se documenter lorsqu'on a une démarche journalistique et lorsqu'on ne veut pas parler pour rien dire, c'est quand même important. Il faut savoir de quoi on parle, donc on se documente. Et puis rédiger sur la fiche que je fournirai un petit résumé justement des résultats de cette documentation pour un peu rentrer un petit peu plus dans le sujet et voir éventuellement commencer à faire un premier enregistrement de ce résumé qui sera l'occasion d'entendre sa voix, de voir comment, la manière dont on maîtrise son phrasé, etc. Une troisième séance qui sera réalisée, les interviews d'illustration du podcast. Une quatrième séance en classe pour rédiger le texte du podcast. Et puis une dernière séance en classe, assembler le podcast avec les différents éléments sonores. Il y a une partie qui se réalise en classe, mais il y a une partie que l'on peut faire réaliser par les élèves en dehors de la classe. Parce qu'à partir du moment où ils sont engagés, ils sont motivés, c'est spontanément qu'ils vont faire ça chez eux. Tout à l'heure, il y avait un intervenant qui parlait que les élèves l'écoutaient à la radio, etc. Après, ils sont engagés dans un mouvement où ils sont volontaires pour, à la limite, faire des heures supplémentaires, entre guillemets. Donc voilà pour ces 5 séances qui, chacune d'entre elles, correspondra à une tâche à accomplir par chaque groupe d'élèves pour arriver, pour chaque groupe, produise un podcast sur un sujet qu'ils auront choisi, donc une démarche qui est centrée sur ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est important qu'ils aient cette liberté pour trouver la motivation. L'équipement, alors il peut y avoir un enregistreur numérique pour les établissements qui peuvent s'en procurer, mais effectivement, on peut également utiliser aujourd'hui le smartphone, car il y a des smartphones qui produisent des sons de suffisamment bonne qualité pour faire les différentes interviews qui serviront à illustrer le podcast, ou les ambiances sonores, ou les bruitages, etc., qui seront inclus dans le podcast. Un ordinateur, puisque là, il va falloir notamment monter avec l'application Audacity, c'est-à-dire prendre des extraits d'interviews, isoler le petit son d'ambiance que l'on veut passer, isoler un morceau de musique que l'on diffuse dans le podcast. Donc, voilà, l'équipement, c'est pas un très gros équipement, d'autant que l'application Audacity est gratuite, mais c'est l'équipement indispensable pour arriver à produire ces podcasts. Autre exemple de podcast, là c'est un extrait, parce que là c'est des podcasts justement qui est un petit peu plus long par rapport à celui que je vous ai fait écouter qui durait qu'une minute 10. C'était dans un établissement scolaire, parce que parfois les contraintes font, et on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de contraintes, c'est compliqué de réaliser des interviews, de faire du terrain en dehors de l'établissement. Donc là, c'est des élèves qui avaient profité de la semaine du goût, un chef cuisinier était venu, et ils en avaient profité pour l'interviewer et pour faire un sujet sur cette journée-là dans l'établissement. Ça peut être aussi un reportage dans l'établissement s'il y a des contraintes. Donc, ils avaient fait l'interview et ils avaient rédigé le texte et vous faire écouter un petit extrait de ce podcast. Cette semaine est spéciale car on a mangé des plats des différents endroits du monde. Le Mexique, le Japon, la France et l'Italie. Jeudi, le chef Michel Garnier est venu pour cuisiner avec les élèves de CE1 et CM2. Maintenant, M. Garnier va nous dire quand il a commencé à cuisiner. Je me suis inscrit dans une école de cuisine à Paris, qui s'appelait l'École de Paris des métiers de la table. C'est là que tout a commencé. Avec les élèves de CM2 et CE1, Michel Garnier va préparer beaucoup de choses pour un cocktail pour les parents. On va faire des petits gazpacho, mais on va les faire à la betterave. Voilà, donc on va faire des petits cupcakes. Le podcast continué, après avec les interviews des élèves qui avaient participé à l'atelier. Enfin, il y avait tout un reportage complet qui était fait dans l'établissement et qui avait du sens. Et ça peut peut-être être utile pour des établissements où il est compliqué de faire déplacer les élèves à l'extérieur parce qu'ils sont trop jeunes ou parce qu'il y a des contraintes sanitaires ou autres. Autre exemple, là, c'était une émission, des élèves qui avaient décidé de faire un petit podcast sur le handicap. Donc, de la même manière, ils avaient commencé à faire des petites interviews. Là, c'était une maman d'un enfant handicapé. Ils avaient monté sur Audacity les différents extraits. Ils s'étaient enregistrés et ça a donné ce podcast.
un extrait. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au handicap au Maroc. Maman, la scolarisation, un rêve inaccessible pour beaucoup, surtout les handicapés. Les enfants handicapés ont autant le droit à la scolarisation que les autres. Mais au Maroc, plusieurs enfants handicapés ne partent pas à l'école car il n'existe aucune structure. Pour les handicapés lourds, plusieurs associations se battent pour la création d'établissements spécialisés et nécessaires. On te remercie, maman, pour cette intervention. Avant toutes les personnalités qui ont souffert d'un handicapé qu'on va présenter, le témoignage d'une maman et d'une éducatrice spécialisée d'un handicapé. Elle est interviewée par Yasmine Badrenada. Comment avez-vous réagi au moment où vous avez su que votre enfant est handicapé? C'est pas facile, c'est une réaction normale de tout être parce que vous avez un être différent d'autres enfants que vous avez. Des petits papiers, entre guillemets, ce qu'on appelle en journaliste de radio, des petits papiers d'élèves qui, sur un sujet, sur un thème, sur le thème du handicap, sur un angle particulier, s'exprimer. Après, il y avait une extra interview. Après, il y avait un autre élève qui parlait de Jamel Debbouze qui, malgré son handicap, a réussi. Enfin, ils avaient construit tout un petit podcast à peu près 2-3 minutes autour du handicap. On parlait tout à l'heure de citoyenneté. Là, on y est en plein avec ces élèves qui regardent des êtres différents, qui interviewent, puisqu'il y avait aussi l'interview d'un jeune trisomique, qui interviewent des personnes handicapées. Donc là, c'est vraiment être citoyen de leur pays, être citoyen du monde, que de pratiquer ce genre de podcast. Un dernier exemple, ça c'est avec des élèves un petit peu plus grands, c'était à l'Institut français du Liban, à l'occasion du Salon du Livre, dont les interviews, montage, écriture et Nous voilà au 22e Salon du Livre francophone organisé au Biel par l'Institut français du Liban du 24 octobre au 1er novembre. Ici se rencontrent écrivains et jeunes pour partager le plaisir de la lecture. Quelle est alors la nature de la relation entre les jeunes et la lecture, notamment dans un monde où prévalent les nouvelles technologies de l'information? Yves-Marie Clément, auteur de plus de 80 ouvrages, répond à cette question avec optimisme. Il y a beaucoup d'abord de prescripteurs quand on est à l'école, quand on est au collège, il y a les documentalistes. Il ne faut pas vous imposer les podcasts dans leur intégralité qui sont un petit peu longs, 3 minutes. Déjà en radio, ça peut se révéler long. Mais vous avez vu, c'est très éclectique. Il peut y avoir quelque chose dans le lycée, quelque chose à l'occasion d'un événement comme un salon du livre, quelque chose où on décide de traiter un sujet de société, le handicap, ou aller carrément voir un commerçant ou lors d'une visite d'usine, on parlait tout à l'heure de sortie scolaire, on peut exploiter également pour faire du podcast. Je termine par des témoignages, tout d'abord d'enseignants, justement, peut-être que s'il y a des enseignants qui écoutent, ça peut leur parler, la manière dont ces enseignants évoquent les podcasts qu'ils ont produits lors des formations que j'ai pu animer. Pour tout vous dire, j'étais très sceptique au début, sachant qu'on se disait que nos élèves ne seraient pas capables de faire ça. Mais on a été très agréablement surpris parce que on a vu une transformation. Parce que nous, on les voit en classe, on sait de quoi ils partent, et là, de les voir communiquer oralement, et puis on les a vus aussi écrire, choses qu'ils ont du mal à faire, qui est vraiment une satisfaction personnelle. Après, on a vu sur leur visage, on a lu qu'ils étaient heureux, qu'ils étaient ravis de ce qu'ils ont accompli. On a vu aussi les efforts que eux ont fait dans la diction pour que justement leur message soit clair, de façon à ce qu'il soit bien entendu, mais surtout bien compris. Il y a des élèves où vraiment, moi j'ai été un petit peu estomaquée parce que franchement en classe, ils se posent et ils attendent. Alors que là... J'ai été très surpris de voir d'une autre façon nos élèves, nous aussi de nous projeter sur d'autres méthodes de travailler, voilà, qui nous permettraient d'arriver à faire parler ces élèves. D'élèves. Ça a été une expérience très bonne car ça peut t'aider car tu articules plus, tu essaies de parler pour que tout le monde te comprenne. J'ai écrit texte et la chose que plus il m'appelait dans tout ça, c'était parler haute voix. J'ai aimé cette expérience parce que j'ai partagé ce qui m'intéressait. C'est bien pour parler les langues. C'est très joyeux de faire ça. Ce projet, c'est un moyen très amusant d'apprendre la langue. C'était un travail d'équipe et très amusant. Avec à la fois des élèves de primaire et des élèves de collège et puis à la fin une lycéenne de terminale.
Si vous êtes intéressé pour écouter des témoignages, pour voir des vidéos, etc., là, peut-être un peu plus au-delà du podcast sur la web radio, j'ai un site qui s'appelle l'Atelier Web Radio. Il y a pas mal de ressources que vous pouvez consulter et de témoignages. Voilà, j'ai essayé d'être bref, mais concret, puisque beaucoup de choses avaient été dites auparavant sur tout l'intérêt de pratiquer le podcast et la web radio. Merci beaucoup. Bon, on a quelques enseignants qui sont avec nous, donc je suppose que si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous disiez que ça pourrait potentiellement vous intéresser de suivre cette formation, en tout cas d'adopter le podcast en classe d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais vous laisser la parole pour savoir si vous, de votre côté, vous avez des questions ou si vous voulez intervenir ou commenter auprès des intervenants. Voilà, donc si vous voulez prendre la parole, les unes ou les autres, n'hésitez pas pour poser vos questions. Merci beaucoup de cette présentation. Je trouve que ce sont des exemples très concrets et je m'en réjouis. Et là, j'aimerais bien tout réaliser, mais je ne sais pas avec quel temps. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps, mais je crois que je vais quand même préparer quelque chose avec les collégiens. Au lycée, il y a beaucoup de pression d'avancer avec d'autres choses. Mais merci beaucoup à tous. Alors justement, je voulais répondre justement sur cette question du fait que ça soit chronophage. C'est vrai que ça peut être très chronophage de pratiquer la radio et de mener ce genre d'aventure. Et dans toutes mes formations, depuis que je les ai commencées, il y a 25% de mon discours et de mon travail, c'est de rassurer les anciens en leur disant « Ok, suivant comment vous y prenez, ça peut être excessivement chronophage, mais il y a des méthodes pour ne pas être, pour aller plus vite et ne pas vouloir être exhaustif. Et il y a des manières où on peut préparer ce genre de podcast de manière très rapide. Le podcast sur les tisserands que vous avez entendu, les élèves, on a pris le tram pour les accompagner à la Médina le matin. On est revenu, ils ont commencé un petit peu à monter les extraits d'interview, cantine. Après la cantine, ils ont fini de les monter, ils ont rédigé le texte et le lendemain matin, on a enregistré le podcast. C'est-à-dire que toute la préparation s'est faite sur le matin et l'après-midi. Sur le salon du livre à Beyrouth, là c'était des plus grands, c'était des lycéennes et des lycéens. Je leur avais demandé de rencontrer, qu'ils voulaient justement pour centrer l'apprentissage sur eux, un éditeur, un écrivain, etc. Donc ils ont tous rencontré quelqu'un qui les intéressait. Là, cette jeune fille que vous avez entendue a rencontré un écrivain le matin. L'après-midi, on est rentré à l'institut, elle a monté, elle a écrit, et le lendemain matin, on a enregistré les podcasts. Dans le cadre des émissions de web radio, carrément des émissions, c'est-à-dire une émission, on fait parfois 3 émissions avec dans chaque émission 10-12 élèves, avec un tapis musical générique, des jingles, des fausses publicités, 2 chroniques, un invité, un jeu radio. Tout ça, on le prépare avec les élèves lors des formations en 2 matinées. La 3e matinée, on enregistre 2-3 émissions avec les élèves dans les conditions du direct, autour d'une table avec une table de mixage. Des élèves qui n'ont jamais fait de radio avant. Donc, il y a des méthodes, si vous voulez. Vous imaginez bien qu'un journaliste qui prend son sujet le matin, qui rentre son papier pour 13 heures, il ne va pas voir son rédacteur en chef, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps, mon chien est mort, tout ça, quoi. Ça ne marche pas. Il faut absolument rendre le sujet à 13 heures. Donc, un journaliste, il sait, si vous voulez, aller plus vite que la moyenne, parfois au détriment de l'information, je vous l'accorde. Parfois, les journalistes, c'est ce qu'on leur reproche, hein, c'est d'aller trop vite, de ne pas traiter le sujet suffisamment en profondeur. C'est vrai aussi, parce qu'ils sont habitués tout le temps à se dépatouiller. La porte est fermée, ils passent par la fenêtre, de toute façon. Donc, c'est à l'enseignant de trouver ce mix entre lui, spontanément, sa manière de travailler, qui est allé vraiment dans le fond, donner vraiment un sens important, pédagogique, etc. Et puis, un produit qui va intéresser les élèves très rapidement et être ultra pragmatique, en fait, dans la mise en œuvre. Parce que les élèves, quand vous leur dites, on va faire de la radio, s'ils voient le micro 2 mois après, ça va pas trop le faire, quoi. Il faut que de suite, ils soient dans l'action. Et là, vous pouvez compter sur eux. Si vous leur demandez de bosser en plus à côté, ils le feront parce qu'il y a cette motivation et lorsqu'ils vont engager leur voix dans le podcast et leur texte, il y a leur image quelque part qui est engagée. Donc, ils vont prendre soin d'être parfaits
autant que faire se peut dans leur expression écrite et leur expression orale. Je voulais juste rajouter. Pardon. Oui, excuse-moi Gérard. Non, je t'en prie. Non, mais pour compléter ce que dit Thierry, moi je voulais juste rajouter aussi qu'on peut utiliser la radio dans le programme scolaire en fait. C'est aussi l'occasion, c'est un média transversal, hein. Donc c'est aussi l'occasion d'aborder une notion au cours de l'année qui va être en relation avec le programme scolaire. Alors, je vais peut-être pas donner des choses hyper délirantes là à 4 heures hors française, mais voyez, on peut très bien s'amuser à faire une chronique sur un temps de la conjugaison. Ça peut être intéressant de l'aborder autrement. On peut très bien faire un micro-trottoir sur des expressions amusantes. C'est-à-dire, le français est rempli d'expressions et rempli de niveaux de langue différents. Et ça peut être vraiment intéressant en se disant, tiens, cette leçon-là, alors évidemment, on ne peut pas faire ça dans toutes les leçons pour les raisons que vous évoquez, mais cette leçon-là, je vais l'aborder avec cet outil radiophonique. Parce que la radio, c'est un média d'actualité, mais ça peut être aussi un média d'enseignement. Et l'utiliser sur une des parties du curriculum ou de sa matière, ça peut être vraiment intéressant, surtout aujourd'hui avec les téléphones et les techniciens qu'on a en face de nous, hein. Je vous le rappelle, si vraiment la technique vous effraie un peu, il y a pas de souci, ils sont là, hein. Il y a toujours des élèves qui savent un peu bidouiller. Alors nous plutôt on a ce rôle d'enseignant un peu médiateur. On est là pour, comme le disait Thierry, pour les accompagner à écrire, à rechercher l'info. Ils ont besoin de guides. Et c'est là notre rôle d'enseignant. C'est de leur dire, voyez, ça c'est une fausse information. Ça c'est une vraie information. Comment je l'ai trouvée? Je vais vous aider. Mais tout ce qui est technique, organisation, je vous garantis, vous leur donnez les clés, ils vont vous organiser la classe autrement comme jamais vous l'avez vu. Et c'est vraiment pour vous l'occasion d'aborder une notion du programme de français à travers la radio. C'est une belle expérience, je vous le garantis. Vous aurez peut-être perdu 2 heures la première fois, comme dit Thierry, ça peut aller très vite, mais vous en aurez gagné beaucoup plus, parce qu'ils s'en souviendront de cette notion. Exactement, ils s'en souviendront longtemps. Je vais vous prendre un exemple, une professeure de français qui me disait, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai les terminales, il y a le bac à la fin de l'année. Moi je lui disais, mais il n'y a pas des livres à lire et des fiches à sortir pour le bac. Elle me disait, si vous faites une petite émission sur un livre, avec un élève qui se charge de la bio de l'auteur, un élève qui se charge de résumer le livre, un élève qui dit pourquoi il a aimé, un élève qui dit pourquoi il l'a pas aimé, un élève qui décrit le contexte historique. Déjà, ça vous fait, avec l'animateur de l'émission, ça vous fait pratiquement une dizaine d'élèves. Les élèves vont s'écouter les uns les autres. Celui qui a pas fait la bio, il aura le résumé de l'histoire par un autre élève et réciproquement. Et ce petit podcast, ils peuvent se l'écouter juste avant le bac en révision, où il y aura toutes les notions du livre. Et sûrement que ça aurait été plus efficace qu'un cours traditionnel pour retenir en vue de l'examen. Et en plus, ils l'auront oralisé, et on sait qu'aujourd'hui, il y a le grand oral, la dimension orale est très importante. Deuxième exemple, je vais m'arrêter là, c'est vrai que je peux être très bavard, hein, je peux vous tenir jusqu'à 1h du matin. Un autre exemple, on avait imaginé avec un prof d'histoire géo lors d'une formation, puisque c'était lui le référent web radio, j'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, on va demander aux élèves, ils en étaient à la Révolution française, d'imaginer qu'aujourd'hui, on est le 14 juillet 1789. Et donc, il y avait un animateur qui dit « Bonjour, aujourd'hui, 14 juillet 1789, il y a des événements du côté de la Bastille. Dans un instant, on rejoint notre envoyé spécial. Nous irons bien sûr à Versailles avec notre envoyé spécial permanent pour voir si ça bouge du côté du cabinet du roi, etc. Interview de Marat. Enfin, ils avaient imaginé tout un truc et c'était comme si c'était le journal de ce jour-là. Comme disait Gérard, vous imaginez qu'à la suite de cette émission, tous les élèves, cette période, même avec Alzheimer et dans l'EHPAD, ils s'en souviendront 90 ans après, quoi, de cette émission. Donc, c'est 2 exemples pour vous dire qu'on peut réinvestir totalement tous les acquis, tous les programmes scolaires. Et on parlait, Gérard, je pense que c'est un peu par provocation, peut-être qu'il a fait ça, un élément de conjugaison qui peut paraître aride au premier abord. Eh bien non, il n'y a pas de raison, ou une notion mathématique, l'inclure dans un podcast, et ça va intéresser. Parce que c'est la magie du verbe, en fait. Merci beaucoup. C'est vrai que merci d'avoir précisé aussi, parce que parfois on a cette idée que c'est une activité en plus, alors qu'en fait c'est juste une manière différente d'aborder les notions.
En tout cas, ça peut être comme ça. Est-ce que Florence ou Eva Maya, vous avez des questions ou des interventions, des commentaires que vous voudriez faire? Non, merci pour les différentes interventions. J'ai trouvé ça passionnant et très motivant. Alors moi, je n'ai pas de classe donc actuellement, mais je me ferai un peu, enfin, je rendrai compte aux enseignants et essaierai de les inciter effectivement à faire ce genre de choses dans les classes, peut-être plutôt l'année prochaine, dans les grandes classes. Et c'est vrai, comme dit Anne-Laure, oui, faut pas que ce soit une activité décrochée, mais effectivement qui permette de lier les apprentissages, et ça peut être tout à fait pluridisciplinaire. Il y a aucun souci à ce sujet-là. Et je voulais poser la question. Donc, apparemment, on parlait de formation, mais quand est-ce que vous allez proposer cette formation et dans quelles conditions en fait, je te renverrai les éléments et tout est sur notre site. Tout est décrit sur le site, toutes les dates, etc. Il y a un document qui redécrit ça. L'idée est que les enseignants intéressés envoient un petit projet, pas très détaillé, mais un petit projet d'une page à peu près pour expliquer sur quoi porterait leur podcast dans les grandes lignes, quel petit projet ils ont, voilà. Donc pour fin août. Et ensuite, là, la formation commence début septembre jusqu'en décembre, et avec l'idée que du coup les podcasts seraient finalisés en décembre et que on fera un petit concours autour de ces podcasts qui auront été réalisés pendant cette période en janvier pour les faire écouter à tout le monde, etc. Voilà, les grandes lignes. Très bien. Et tout est sur le site. Ouais. Parfait. Et Eva Maya, est-ce que vous vouliez intervenir ou demander quelque chose? Non, je n'ai pas de questions, mais je suis ravie, je suis heureuse d'avoir eu cette possibilité de participer. Et c'était très intéressant, donc je vous remercie tous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mais je remercie tout le monde, tous les participants et participantes. Catherine, est-ce que tu veux prendre la parole pour terminer? Oui, j'en profiterai pour donner un autre exemple, rebondir sur plusieurs personnes. J'aimerais rebondir sur ce que Lars a dit tout à l'heure par rapport au changement d'attitude du jeune face au micro. Il y a vraiment une transfiguration des jeunes face au micro, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau de français. Et j'aimerais prendre pour cela un exemple que j'ai vécu avec Gérard quand on avait notre groupe de jeunes journalistes francophones aux Jeux Olympiques de Rio, où on a regroupé une vingtaine de jeunes qui arrivaient de plusieurs pays d'Amérique du Sud. On les a mis ensemble, ils ont créé une équipe et en quelques heures, littéralement, ils ont mis en place une structure journalistique, si on veut, parce que ils ont à la fois préparé de la radio, de la vidéo. Enfin, ils ont mis ensemble beaucoup de médias, mais surtout, ce qui pour moi a vraiment été extraordinaire auquel j'assistais, c'est qu'à partir du moment où ils tenaient ce micro, où ils tenaient leur téléphone, mais c'était pas les mêmes personnes. Ils se sentaient investis d'une mission, et même si ils n'avaient pas, parce que la compétence linguistique, parce qu'ils parlent pas couramment français, ça n'avait mais absolument aucune importance. Ils devenaient une autre personne et ils étaient dans l'action. Et franchement, les résultats ont été bluffants. Et donc, que les professeurs de français ne se préoccupent pas, ces jeunes maîtrisent parfaitement la technique, et surtout, la technique va venir les booster. Mince, c'est pas du bon français, Jean-Philippe, pardon. Ils vont vraiment se sentir beaucoup plus fort grâce justement à ce micro. Donc je pense qu'on ne peut vraiment obtenir
que d'excellents résultats avec les jeunes, vraiment. Je ne sais pas si Gérard se rappelle notre expérience. Non, c'est sûr, c'était une superbe expérience, que là, vraiment, ils étaient dans le mode journalistique, ils couvraient quand même les Jeux Olympiques de Rio, quoi. C'était le coulis sur le pavillon français. Et comme Catherine est avec nous à organiser ça magnifiquement bien, on s'est dit, bah tiens, on va les mettre en condition des directs en plus. Donc en plus, ils avaient des directs à réaliser sur le pavillon français, mais là, alors là, c'était le... Et donc, c'était vraiment intéressant. Ils mettaient tout sur un blog, là, un Tumblr qu'on avait créé. Et c'est vrai, et je compléterai juste là-dessus, c'est que souvent, j'ai même remarqué que des élèves qui sont très timides, introvertis, et vraiment, les enseignants ne les reconnaissent plus parce que vraiment, ils se lâchent, mais totalement. Et ils voient vraiment ce que c'est j'allais dire le pouvoir de la parole, mais c'est ça. Et j'ai bien aimé Thierry, ce que tu nous as fait entendre tout à l'heure alors je sais pas si c'est une maternelle ou un CP, je me souviens plus, mais je trouve que pour conclure, c'est assez incroyable. C'est ce petit bout de chou qui dit, entre guillemets, je l'ai noté, hein, c'est bien pour travailler la langue et c'est très amusant. Eh ben, moi, je pense que ça, déjà, c'est gagné merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, donc, n'hésitez pas à consulter à nouveau notre site. Je renverrai un petit mail à nouveau avec le lien pour les enseignants intéressés. Et puis, je te laisserai également relayer l'information auprès des enseignants de français. Et Florence, bien sûr, si tu veux le diffuser auprès des enseignants de l'école Jules Verne. Je suis sûre que Catherine fera de même de son côté. Et puis, voilà, merci encore à tous. Je posterai la vidéo rapidement quand elle aura été montée. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien, podcastez bien, écoutez bien la radio, amusez-vous, voilà. Et à très bientôt.